L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique numéro 15. Vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Lionel Prévost, maire de Serquigny, conseiller communautaire en charge entre autres de l'environnement, du développement durable, on en parlera tout à l'heure, au sein de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Lionel Prévost, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 75 ans, je crois, retraité 74 ans, pardon, retraité d'Arkema, maire de Serquigny depuis 1989, chargé donc de la compétence environnement à l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Et vous avez aussi été vice-président du pays Rilles-Charentonne. On va découvrir votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Comme à chacun de nos invités, une petite citation. Il ne faut être ni passéiste ni destructeur. De qui est cette phrase ? Je ne sais pas. Elle est de vous. Ah bon, c'est possible. Voilà. Vous l'avez cité lors de votre première élection. Sans doute que vous voyez à l'époque dans le paysage politique des gens qui étaient trop passistes ou alors trop destructeurs. Est-ce que c'est encore le cas, vous pensez ? Oui, parce que je pense qu'il faut toujours se servir du passé, parce que ceux qui nous ont précédés ont fait des choses, il faut tenir compte de cette réalité, mais un élu, il est là pour avoir une vision pour l'avenir. La première question, un peu plus politique cette fois-ci. Le conseil de Bernay Terre de Normandie a dû, dans la précipitation, il y a de cela quelques mois, définir les statuts de la nouvelle structure, après un premier refus de la préfecture, puis ensuite ce fut la soupe à la grimace, notamment au sujet de la bonification financière. Vous disiez, vous, à l'époque, que chacun veut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Alors, est-ce que l'Intercom, la question peut être posée, est-elle véritablement en ordre de marche, ou il y a encore des soucis d'ego à régler ? Mais écoutez, je pense sans langue de bois. Aujourd'hui, l'Intercom est en ordre de marche. Les choses ont avancé dans l'ensemble des domaines. Donc il a fallu un an pour qu'elle se mette en route. Il a fallu du temps parce qu'effectivement, agglomérer 5 communautés de communes qui avaient des vies et des pratiques différentes, ça a mis un certain temps. Il fallait aussi qu'on structure nos services pour avoir effectivement les compétences là où il était nécessaire de les avoir. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est en ordre de marche. Et bien évidemment, il y a encore des choses à régler. Nous allons redonner une partie des compétences du bureau à l'Assemblée. Ça va être fait dans les jours qui viennent. Et nous avons un travail qui se fait aujourd'hui à l'Intercom qui commence à prendre de la valeur et de l'intérêt pour le territoire. Il n'y a plus de soucis d'ego ou de compétences non attribuées à certains élus ou certaines communes en voulaient plus que d'autres ? Ça, écoutez, les questions d'ego, elles existent toujours dans la vie publique ou dans la vie personnelle. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour l'avenir sur cette communauté. Aujourd'hui, la question a été tranchée. Les élus ont voté pour faire cette communauté. Il faut la réussir. Alors ça mettra du temps parce que il est évident que de structurer l'ensemble des activités sur un tel territoire, ça mettra du temps avant qu'il y ait des effets positifs pour l'ensemble du territoire. Un mot sur le nouveau directeur des services ? Voilà, ce nouveau directeur des services, moi je pense qu'il a la pointure, il a la compétence, il connaît ses dossiers et déjà on sent les effets bénéfiques de son action. D'accord. Les maires ruraux, et c'est peu de le dire, sont désabusés selon la presse régionale, voire pour certains abandonnés depuis la création des communes nouvelles et des grandes intercoms. La députée Marie Tamarel a pris son bâton de pèlerin récemment pour venir à la rencontre des élus du secteur de Bernay. Est-ce que la députée a entendu, du moins écouté, les doléances et également les remarques et les demandes de certains maires ? Ou est-ce qu'elle a encore un peu de pouvoir ? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai apprécié, et les élus ont apprécié, sa démarche de venir au devant des élus, de les écouter. Non. Ça, je pense que ça a été positif. Alors bien sûr, dans les élus, il y a des avis différents. La chose essentielle, à mon avis, c'est qu'il faut voir la démarche des élus sur le temps. Il faut voir l'activité que nous avions il y a 25 ans, 20 ans dans nos communes et les progrès qui ont été effectués depuis. Et ça, je pense que si on ne sait pas, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut connaître le passé pour avancer. Et
il faut voir d'où on est parti, où on est arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a construit des services, des activités au service de la population d'une manière remarquable depuis 25 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à une nouvelle étape. Et ça bouscule effectivement les élus, nous y compris. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des rancœurs, qu'il y ait des sentiments différents. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle étape de la décentralisation et de l'action des élus. Il faudra se rassembler. On s'est rassemblés au sein d'une grosse intercom. Il faudra aussi que les communes se rassemblent pour avoir du poids, de l'action. Là aussi, je pense que c'est le défi qui va être posé là sur les prochaines élections. Il faut qu'il y ait des projets dans ce domaine pour que des communes s'agglomèrent autour d'un bourg-centre d'activités pour donner du contenu et donner les moyens d'une nouvelle action des communes. La députée vous a entendu, mais elle n'a pas apporté de solution. Non, la députée nous a écoutés. Elle nous a fait part du travail parlementaire et des actions qui étaient menées. Et je pense que c'est comme cela aussi qu'on peut peser sur nos élus, c'est-à-dire en leur expliquant nos problèmes, nos difficultés, nos envies et puis nos perspectives. Et à eux de transmettre cela lors des débats parlementaires pour infléchir les textes en faveur de nos collectivités, quoi. Sans pour cela vous mettre dans la droite ligne du gouvernement. Je sais que vous n'avez pas souvent les mêmes idées. Pourtant, vous avez dit que dans la région, on est plutôt réactionnaire et dès que quelque chose est nouveau, on était contre. Bah, écoutez, c'est un peu l'esprit. C'est un peu l'esprit dans ce département qui est de tendance majoritaire très à droite, sauf par épisode. Mais c'est un peu les choses. Et je pense qu'il faut effectivement dépasser cela. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut avoir une vision pour le département, pour la Normandie, qui fasse en sorte qu'on ait des perspectives pour l'avenir. Le rôle des élus, c'est cela. Moi, je pense que je suis un élu ancien. La question qui se pose, c'est pas le parcours que vous avez fait, ça a peu d'importance, parce que dès qu'on est parti, les gens ont oublié, mais savoir ce qu'on a fait. Ce qu'on a réalisé. Et ça, je crois que c'est important de se poser cette question, de savoir à la fin de sa vie ce qu'on a fait pour les autres. Alors ça peut être moi en tant que père, ça peut être les gens pour une association, ça peut être pour autre chose, quoi. Mais de savoir ce qu'on a apporté à la société en tant que tel au cours du parcours qu'on a effectué. Ça, je crois que c'est la vraie question que doit se poser un élu par rapport au travail qu'il a effectué pendant sa carrière. En tant que spectateur et acteur également sur la création des communes nouvelles, puisque vous y avez participé, est-ce que vous pensez qu'elles ont été créées, pour bon nombre d'entre elles, en tout cas dans la précipitation? Et est-ce que le gouvernement a joué son rôle de facilitateur comme il devait le faire? Mais écoutez, moi je pense qu'on n'a pas laissé un peu certaines communes se débrouiller sur les toutes seules. communes nouvelles, il y aura intérêt à faire comme sur les nouvelles intercommunalités. Il faudra à un moment donné un schéma des communes. Il faudra y réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens simplement s'associer par intérêt. Ça peut être des intérêts personnels, ça peut être des amitiés particulières. Des mariages de raison. Des mariages financiers. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie politique qui soit réfléchie dans ce sens pour que les choses qui soient faites sur le terrain soient normales. Je vous prenais par exemple Bernay. Il y a un certain nombre de communes autour de Bernay qui, manifestement, un jour ont rejoint Bernay, quoi. Comme sur Serquigny, on a des communes autour de Serquigny qui iront manifestement rejoindre Serquigny. Et ça dépasse l'instant T, ça dépasse aussi les clivages et les responsabilités des uns et des autres. Mais notre responsabilité, c'est de la mettre en route, cette chose, parce que c'est l'avenir, quoi. Une question qui est liée à votre compétence au sein de l'Intercom sur un projet éolien qui est un peu grippé à Malville-le-Bec-Thierville, où les deux communes souhaitaient bénéficier d'un minimum de retombées financières. Ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement. Alors qu'est-ce qui freine sur ce dossier? Écoutez, sur la question de l'éolien, qui est une question importante pour le plan TEPOS que nous avons mis en place au sein de notre intercommunalité. Sur les territoires énergie positive, voilà, territoires énergie positive. Et on a été labellisé par la région sur les 10 territoires qui ont été retenus pour être en 2040 à énergie constante, c'est-à-dire qu'on produise autant d'énergie qu'on en consomme. Et nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour y arriver. Et l'éolien fait partie de cela. C'est l'un des éléments importants de la fabrication d'énergie sur notre territoire. Et nous soutenons, bien sûr, avec les élus du territoire,
territoire les projets qui peuvent émerger. Et nous avions encore hier soir une réunion du groupe éolien au sein de l'intercommunalité avec un cabinet pour réfléchir aux meilleurs moyens et aux meilleures façons d'intervenir. Il y a des enjeux financiers considérables derrière cela. Et il faut qu'on aide les communes à pouvoir s'approprier une partie de ces enjeux financiers. C'est le rôle de l'intercom. Et là, en matière de fiscalité, la communauté de communes va proposer au prochain budget de renaître 30% des taxes à la commune d'implantation. Est-ce qu'on peut expliquer à l'auditeur qui n'est pas forcément au fait de comment les rouages financiers sont impliqués dans l'attribution d'un mât, 2 ou 3 ou 4 mâts, ou voire d'un parc éolien, l'avantage d'une commune à recevoir justement quelques éoliennes sur son territoire? Déjà, c'est de participer à la transition énergétique. C'est déjà l'ambition. Ouais. C'est l'ambition de la faire. Après, effectivement, il y a des conditions. Il faut d'abord qu'il y ait le vent. Oui. Il faut que ça soit dans des couloirs appropriés. Il faut que ça soit à 500 mètres des propriétés, à 500 mètres des bâtiments classés, églises, châteaux, demeures ou sites historiques. Il faut qu'il y ait les conditions environnementales pour le faire. Et là, à Malville, Thierville, ça marche? Écoutez, là, c'est aux élus de Malville et des communes autour qui ont délibéré. Nous, ce que l'on propose aux communes, avant de délibérer en faveur d'un développeur, c'est d'examiner toutes les conditions financières et notamment de rentrer au capital de la société de portage. Parce qu'ensuite, les papiers qui font la valeur de ce projet, une fois qu'ils sont acquis, valent une fortune. Donc, on souhaite, dans ce domaine, que la plus-value qui peut être accumulée grâce à cela puisse revenir en partie, bien sûr, à la commune, à la côté de commune et dans le secteur. Oui. Donc ça, c'est un véritable enjeu. On est en train de travailler là-dessus. On avait encore réunion, je disais, hier soir avec un cabinet qu'on a mandaté sur ces questions-là pour apporter des idées et des explications à nos élus pour faire en sorte d'avoir les meilleurs. On va travailler également avec le siège. On a une rencontre prochainement avec la direction du syndicat départemental d'électricité pour avoir une coopération sur ces sujets-là. Est-ce que, ça c'est une question plus personnelle, est-ce que ces projets justement de territoire à énergie, etc., sans être péjoratif, c'est pas des véritables usines à gaz en fait? Est-ce qu'il y a des communes qui investissent parce qu'elles savent qu'elles vont recevoir de l'argent? Non, je pense que dans ce domaine, sur les éoliennes, c'est d'abord les développeurs qui viennent parler aux maires, aux maires, aux propriétaires fonciers et aux maires. Ça, c'est la démarche qui est actuellement. Actuellement, nous, on veut faire autrement. On veut que les élus soient un petit peu les gens qui aient la main sur le sujet. Donc ça, c'est pour cela. Sur l'ensemble du développement durable, c'est quelque chose qui se développe dans différents domaines. On a le problème, par exemple, de la méthanisation. Vous pensez que la population elle est vraiment au fait de tout ça, qu'elle comprend? Je pense que la population est sensibilisée par les choses, mais on ne détienne pas encore toutes les clés. Nous y compris d'ailleurs. De méthanisation, il faut avoir du bétail. Voilà. Donc, par exemple, pour les éoliennes, moi, à 1 an, j'ai appris beaucoup de choses sur les éoliennes parce que on savait ce que c'était qu'une éolienne, comment ça tournait, mais après, les mécanismes de fonctionnement de tout cela, notamment les mécanismes financiers, on les ignorait. Donc je pense aussi qu'il faut qu'on s'approprie les uns les autres, et je pense que c'est très important que notre communauté de communes ait mis en place cette commission du développement durable. Ça, je crois que c'est déjà un enjeu majeur, et le président d'ailleurs de l'Intercom l'a signifié lors des vœux à la population et vœux aux élus que le développement durable était l'un des axes prioritaires de l'action de l'Intercom. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois Lionel Prévost, maire de Serquigny et conseiller communautaire en charge de l'environnement au sein de l'Intercom Bernier Terre de Normandie. Vous tenez dans votre commune à ce que soit maintenu le temps d'activité périscolaire, la gratuité également. Cela restera gérable jusqu'à quand? Puisqu'on sait que la vie scolaire, ça coûte cher. Grosso modo, ça doit représenter un quart du budget de la commune, 3 millions d'euros. Est-ce que ça va être tenable encore longtemps, cette histoire? Écoutez, d'abord, sur cette affaire, moi j'ai pensé dès l'origine qu'il fallait changer les rythmes scolaires.
il est clair qu'en France, on a une mauvaise gestion des rythmes scolaires. On a la journée la plus longue en Europe et on a le moins nombre de jours d'école puisqu'on a en moyenne un mois de moins de jours d'école que des autres. Et les résultats sont quand même mauvais dans notre pays, alors que je pense qu'on a de bons enseignants. Il y a des moyens importants qui sont mis en place par les collectivités et on n'a pas les résultats attendus. Donc là, je pense que le temps périéducatif, c'est-à-dire les rythmes scolaires plus le temps périéducatif, peut être un moyen pour améliorer les choses. Alors, on n'a pas l'ambition de régler tous les problèmes qui sont liés aux difficultés scolaires des enfants d'aujourd'hui. Mais en même temps, on peut, à travers des activités, ouvrir l'esprit à des choses nouvelles, c'est-à-dire à une certaine culture, à des citoyens, à s'intéresser à la vie publique, à s'intéresser au sport, à la culture. Je pense que c'est une ouverture qu'on peut leur offrir. Alors, nous tiendrons jusqu'au moment où nous n'aurons plus les moyens de le faire, quoi. Ouais. Pour l'instant, on est dans cette base. J'espère que le gouvernement maintiendra le fonds d'amorçage qu'il a institué. C'est maintenu encore cette année, c'est pour ça que nous avons tenu la barre. Le conseil d'école élémentaire a voté en faveur de lui maintien et le conseil d'école de la maternelle a voté contre. D'accord. Donc on a demandé à l'inspection de maintenir le système actuel. Vous comprenez les communes qui ont abandonné justement ce processus ? Oui, alors je pense que c'est un peu la facilité. Moi je reproche d'ailleurs là-dessus au gouvernement d'avoir laissé les élus seuls en face les enseignants, les parents, en disant aux élus de choisir. Je crois que c'est pas très courageux d'avoir fait cela au niveau du gouvernement. Là-dessus, c'est un reproche. Il aurait fallu quoi ? Consulter plus les parents d'élèves ? Eh bien, écoutez, à un moment donné, il faut prendre une décision. Soit on continue ou on continue pas, mais on essaye de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ça, je pense que ça a été mauvais de laisser les élus face voilà, aux parents d'élèves, aux enseignants, et sans directive. Donc ça, je pense que c'était... On reste à Serquigny, monsieur le maire, avec des problèmes liés aux infrastructures routières que vous avez dénoncées il y a quelques temps, notamment sur la route qui mène à la gare. Est-ce que vous avez réussi à trouver un terrain d'entente avec vos amis de la SNCF ? Pas encore. J'ai une réunion prochainement avec le directeur régional de la SNCF. C'est quoi le souci en fait ? C'est une route qui est écoutez, c'est une route qui dessert la gare, mais qui est très large, et une partie de la route appartient à la SNCF et une partie appartient à Réseau Ferré de France. Donc on a entamé des discussions. J'ai participé à une réunion à Caen cet hiver pour maintenir les arrêts de train à Serquigny. Et j'ai une réunion prochainement à la fin du mois avec le directeur régional de la SNCF sur l'avenir de la gare de Serquigny. D'accord. Parce qu'il doit vous supprimer 2 arrêts, c'est ça ? Les 2 arrêts ont été remis en place grâce aussi à l'intervention de la direction d'Arkema à son plus haut niveau, d'ailleurs au niveau de la France, qui a intervenu auprès du ministre, etc., et de la nôtre, et on a maintenu les arrêts. Donc là, la question sera aussi de l'avenir de cette gare qui a de l'intérêt dans la mesure où on dessert également Rouen. On a l'embranchement avec Rouen. Donc il faudrait moderniser la ligne Serquigny-Rouen pour faire en sorte qu'on puisse avoir une liaison directe sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg sur Rouen. Du fait que je pense qu'il a été abandonné l'idée d'avoir une ligne entre Évreux et Rouen, l'idée, ça serait de moderniser, de faciliter l'accès sur Rouen à travers la gare de Serquigny. Ouais. Vous pensez que dans le plan de notre cher Philippe Duron, la gare de Serquigny était menacée ? Écoutez, on ne nous dit pas les choses comme cela, mais... En tout cas, le projet de ligne Paris-Normandie, ligne nouvelle, elle n'est pas... Quand on veut supprimer son chien, on y trouve plein de maladies. Oui. Et là, c'est un peu le cas. On ne dit pas qu'on veut nous supprimer, mais on trouve... voilà. Et c'est vrai que si on laisse... et c'est le rapport qui a été fait récemment... Parce qu'il y a un critère du nombre de voyageurs, etc., par jour. Oui, et l'importance aussi, parce que l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, la gare de Serquigny sert essentiellement pour les gens qui... les jeunes étudiants qui vont sur Rouen et sur Caen, et aussi aux techniciens d'Arkema, pour l'essentiel. Mais aussi une partie des gens de Serquigny qui vont sur Paris. Donc ça, je pense que c'est une utilité. Alors, c'est sûr qu'en termes de rentabilité intrinsèque, ça ne doit pas être rentable, ça c'est clair. Mais en même temps, si on supprime tout ce qui est rentable, il ne restera plus beaucoup de services publics en zone rurale, quoi.
La zone d'activité de Malbrook, elle devait attirer de nouvelles entreprises. Est-ce que la jauge est pleine ou est-ce qu'il y a encore certains dossiers qui traînent actuellement? Sur la zone de Malbrook, je pense que les choses sont positives. On a fait le point récemment à l'Intercom. Il y a des dossiers qui sont en cours et on devrait voir prochainement les prochains bâtiments se construire. Dans les bonnes nouvelles, parce que vous aimez les bonnes nouvelles, il y a le pôle médico-social du Haras, pour appeler une maison de santé, et les 8 logements locatifs qui vont le compléter, qui entrent dans leur phase de réalisation. La première pierre a été posée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, quelques semaines. Oui. Ce fut long comme dossier, mais maintenant c'est plutôt la satisfaction que ça aboutisse, quoi. Écoutez, c'est un dossier qui a été long puisque nous avons travaillé bien sûr avec des professions libérales et il a fallu aussi une évolution des idées dans ce domaine parce que c'était pas acquis par tout le monde qu'il fallait faire une maison de santé. Aujourd'hui, l'idée de travailler en réseau et ensemble est une idée qui a fait son chemin et qui aujourd'hui est approuvée par les professionnels de santé. Elle va profiter à qui, cette maison médicale? Eh bien écoutez, elle va profiter, je l'espère, d'abord à la population, c'est-à-dire qu'on va maintenir dans un premier temps l'offre de santé qui était sur la région de Serquigny avec les médecins. Il y a un manque de médecins à Serquigny? Pour l'instant, 2 ou 3 médecins. Ça peut encore aller. C'est mieux qu'à Bernay. Le cabinet d'infirmière qui est là, et puis kiné, et la possibilité d'avoir des praticiens qui viennent sur d'autres sujets. D'accord. On a 1 ou 2 possibilités supplémentaires à faire. Je pense que l'avenir, nos professionnels de santé travailleront en réseau de plus en plus, quoi, avec les hôpitaux, avec Évreux, avec Caen, avec Rouen, avec l'hôpital de Bernay. Je pense qu'il y a des réseaux qui se mettront en place, et je pense qu'on offre ici des conditions pour l'avenir. Le deuxième point positif de cette affaire, c'est qu'on a su travailler les uns avec les autres. C'est-à-dire que la communauté de communes va construire une micro-crèche pour 10 places, juste en face des écoles. Donc c'est un service qui n'existait pas à Serquigny, qui va être offert aux familles. On va aussi, l'association Léni, qui a à Serquigny un centre de soins très important, va construire un CESAD, c'est un centre de soins extérieur. D'accord. Et des logements qui font un complexe qui va redynamiser, j'espère, redonner un peu de dynamisme à la commune. Donc un peu plus de population à Serquigny dans les prochains mois? Nous, on espère, à travers nos politiques, maintenir la population de Serquigny au-delà des 2000 habitants. C'est l'ambition, quoi. Alors, dans les aspects négatifs, je dois le dire, on a la menace de cesser son activité à Serquigny de l'ADAPT. D'accord. Et ça, c'est un projet qui nous inquiète beaucoup, puisque l'ADAPT à Serquigny a en formation 80 stagiaires en permanence. Ils ont une restauration où ils peuvent faire 350 repas. Ils ont des locaux. Il y a comment je veux dire, il y a un foyer hébergement pour 25 personnes. Tout ça, ça a été réalisé et il y a une menace de départ. Et on est en train de se battre pour éviter ce départ, ou au moins de savoir rebondir et offrir autre chose à la population. Ça, c'est dans les sujets d'inquiétude que nous avons actuellement. Et vous avez de l'optimisme à revendre ou pas du tout sur ce dossier? Non, sur ce sujet, je n'ai pas malheureusement d'optimisme à revendre. Nous allons continuer à nous battre avec les services de l'État pour essayer de maintenir des activités. Et sinon, on va essayer de rebondir, comme on a fait lorsque la gendarmerie a été fermée, c'est-à-dire de trouver un exutoire, à mettre en place d'autres services et utiliser les moyens qui sont les nôtres dans ce domaine. Vous avez un gîte de France, je crois, chez vous, Oui. 3 épis, Oui. une belle médiathèque, fréquentée par plus de 4000 personnes, et une vie associative assez débordante. Les voyants sont au vert. Est-ce que Serquigny, c'est un village où il fait bon vivre, où il fera bon vivre dans les prochaines années? Mais écoutez, je le souhaite. D'ailleurs, l'idée que je me fais de la commune, c'est d'offrir des services qui maintiennent la vie de la commune. Là, on le voit avec la maison de santé, on le voit avec les écoles, les services qui sont autour des écoles. On a facilité l'implantation de la nouvelle pharmacie. On essaye de faire des logements avec les normes actuelles en matière d'environnement. C'est d'offrir des possibilités pour l'avenir. Et avec des associations aussi qui fonctionnent. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de grains à moudre dans les communes. Il n'y a pas que la cage qu'il faut offrir aux gens, il faut aussi offrir des services. Alors des services dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, des activités de loisirs. Donc c'est ça qui fait la valeur d'une commune. Et une entreprise qui marche bien. Une entreprise qui fonctionne, qui marche, qui offre des emplois de qualité et qui aussi structure l'ensemble de la région et du pays, quoi. C'est déterminant, quoi. On arrive à la fin de cet entretien, monsieur le maire. On va dire fierté et soulagement pour vous, pour les premiers migrants. On est obligé d'en parler. Presque tous régularisés.
27 réfugiés d'origines diverses, russes, afghans, soudanais, somaliens, et qui ont partagé pendant de nombreuses semaines la vie des habitants de la commune. C'est une réussite sociale et humaine que beaucoup auraient souhaité voir avorter dès le début de son commencement. Quel bilan vous tirez, vous, un bilan humain et social de cette expérience que Cerquigny ait été en fait comme une espèce de vitrine d'une commune moyenne qui sait accueillir ces migrants? Mais écoutez, on a joué notre rôle, c'est-à-dire qu'on a facilité l'accueil de ces migrants et nous avons fait en sorte de faire que les choses se passent bien pour la population, mais aussi pour ces migrants. Et je veux dire qu'on a eu l'aide très importante des associations et de personnes qui, encore aujourd'hui, se dévouent pour faire de l'alphabétisation, pour essayer de les aider. Et nous travaillons bien avec la société Adoma, qui est en charge ce dossier de la part des services de la préfecture. Est-ce que certains vont rester chez vous? Pas du tout. Pour l'instant, non, mais il y en a certains qui ont trouvé du travail dans la région, notamment chez les Afghans. On en a une quinzaine qui ont trouvé du travail dans la région. Donc c'est plutôt positif. Mais sur ce dossier, je pense qu'il y a eu un début, mais il y aura une fin, puisque les logements dans lesquels sont accueillis actuellement ces migrants doivent être démolis prochainement. Donc il y aura aussi une fin de ce centre d'accueil à un certain moment, quoi. Très bien. 2020, monsieur le maire. C'est aujourd'hui et c'est loin. Ouais. Donc 2020, il y aura une échéance électorale municipale. Votre cas personnel? Eh bien, mon cas personnel, ce n'est pas le plus important, puisque, je disais tout à l'heure, c'est surtout ce qu'on a réalisé et ce qu'on souhaite réaliser pour l'avenir. Moi, je souhaite faire en sorte de transmettre le flambeau dans les meilleures conditions. Vous n'allez pas continuer? Je pense qu'il n'y a encore rien de définitif, mais je pense qu'on est en train de travailler pour faire en sorte que nous transmettions le flambeau pour que la commune continue à vivre et à se développer, notamment sur les thèmes que j'évoquais tout à l'heure, des services, mais aussi de faire autour de Cerquigny une ville nouvelle qui correspond aux enjeux actuels, avec les moyens, les services administratifs, techniques, qui permettent de vivre et de bien vivre au sein d'une grosse intercommunalité. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Lionel Prévost d'avoir accepté notre invitation. Vous allez pouvoir retrouver cette hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Merci à vous. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.